Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Nietzsche, qui a vécu au XIXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Rémi, le petit rat cuisinier du film de Disney Pixar, Ratatouille. Ratatouille raconte l'histoire de Rémi, un jeune rat passionné de cuisine qui vit avec sa colonie dans la banlieue de Paris. C'est un grand admirateur du chef cuisinier Gusteau, dont il a lu le livre intitulé « Tout le monde peut cuisiner », et il s'entraîne sans cesse dans le but de faire les plats les meilleurs possibles. Cependant, la thèse de Gusteau, selon laquelle n'importe qui peut devenir un grand cuisinier, n'est pas du goût du critique gastronomique Anton Ego, selon lequel la vraie cuisine n'est réservée qu'à certains individus de génie qui auraient naturellement le don de la cuisine. Dire comme le fait Gusteau que n'importe qui peut cuisiner, ce n'est pas prendre la cuisine au sérieux selon Ego. Suite à une mauvaise critique d'Ego qui lui fait perdre une étoile, Gusteau va mourir. Son fantôme, ou du moins une image que s'en fait Rémi, guide le jeune rat jusqu'à son restaurant, où Rémi va transformer une soupe ratée en plat exceptionnel qui conduit une critique à féliciter le nouveau chef, Skinner, successeur de Gusteau. Suite à un malentendu, Skinner croit que c'est Linguini, le commis qui avait préalablement renversé la soupe en faisant le ménage, qui a fait cette soupe. Linguini décide de cacher Rémi sous sa toque de cuisinier pour qu'il guide ses gestes dans la préparation des plats. Après plusieurs péripéties conduisant à la découverte que Linguini est le fils de Gusteau, Anton Ego annonce qu'il viendra faire une critique du restaurant. Mais le jour de sa visite, la mascarade est découverte. Toute l'équipe quitte le restaurant, offusquée par le fait que toute la réussite de Linguini soit due à un rat. Afin d'assurer tout de même le service, Rémi fait appel à sa colonie de rats pour préparer le repas, tandis que Linguini s'occupe du service. Rémi choisit de préparer une ratatouille pour Anton Ego, et lors de sa dégustation, Ego se retrouve replongé en enfance quand sa mère lui préparait cette même ratatouille et demande à voir le chef. Linguini choisit l'honnêteté et lui montre que le chef est un rat. Ego garde le silence et écrit une excellente critique, mais Skinner, qui a été témoin de la soirée, a prévenu les services d'hygiène. Ego perd sa crédibilité et le restaurant ferme. Rémi et Linguini ouvrent finalement un petit restaurant nommé La Ratatouille. La notion qui va nous intéresser est le génie artistique. Traditionnellement, on considère l'artiste comme une personne possédant une espèce de don mystique qui le pousse à produire des œuvres d'art. Chez Platon par exemple, l'artiste était inspiré par les dieux eux-mêmes. Mais la théorie du génie la plus complète est celle de Kant, qui lui donne 4 caractéristiques. L'originalité et l'exemplarité, l'œuvre de génie n'a pas de modèle mais servira elle-même de modèle à d'autres artistes. En troisième, le naturel, le génie n'est pas capable de dire d'où lui viennent ses idées. Et enfin, le caractère proprement esthétique. Il n'y a de génie que dans le domaine artistique pour Kant. Parler de génie scientifique est une erreur, justement à cause de la caractéristique précédente. Le scientifique peut présenter le raisonnement qui mène à sa découverte, l'artiste ne peut pas expliquer précisément de quelle façon il a eu ses idées. Cette définition va servir de base à la réflexion de Nietzsche. Comme il aime le faire, Nietzsche va violemment critiquer le concept de Kant, en particulier les 2 dernières caractéristiques du génie, c'est-à-dire le naturel et le caractère esthétique. Les 2 questions qu'il se pose sont donc les suivantes. Pourquoi avons-nous l'impression que le génie crée de façon naturelle sans réfléchir ? Et pourquoi avons-nous l'impression que le génie ne se manifeste que dans le domaine artistique ? Lisons ensemble cet extrait de son livre « Humain trop humain » dans lequel il s'attaque à la notion de génie. Le génie ne fait rien que d'apprendre d'abord à poser des pierres, ensuite à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de travailler toujours à y mettre la forme. Toute activité de l'homme est compliquée à miracle, non pas seulement celle du génie, mais aucune n'est un miracle. D'où vient donc cette croyance qu'il n'y a de génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe, que seuls ont une intuition,
mot par lequel on leur attribue une sorte de lorgnette merveilleuse avec laquelle ils voient directement dans l'être. Les hommes ne parlent intentionnellement de génie que là où les effets de la grande intelligence leur sont le plus agréables et où ils ne veulent pas d'autre part éprouver d'envie. Nommer quelqu'un divin, c'est dire « ici nous n'avons pas à rivaliser ». En outre, tout ce qui est fini, parfait, excite l'étonnement, tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite. C'est son avantage, car partout où l'on peut assister à la formation, on est un peu refroidi. L'art achevé de l'expression écarte toute idée de devenir, il s'impose tyranniquement comme une perfection actuelle. On va s'arrêter sur 3 points importants dans ce passage et montrer comment Nietzsche critique cette notion du génie telle qu'elle est définie dans la tradition philosophique. Pour commencer, en disant dans la première phrase que nous avons lue que « le génie ne fait rien d'autre que d'apprendre à poser des pierres », il remet immédiatement en question l'idée d'un don divin ou d'un don de la nature. Il réfute en fait une qualité qui serait innée. Il n'est pas question de dire que certains ont le génie et d'autres pas. Celui que nous appelons artiste de génie ne produit pas son œuvre de façon magique, il n'est pas non plus inspiré par un dieu, il a seulement travaillé et très longuement travaillé. Pensez à un musicien. Un excellent pianiste, par exemple, donnera l'impression qu'il joue sans réfléchir, comme si la musique lui était parfaitement naturelle. Mais pour en arriver là, le pianiste a dû s'entraîner intensément. On peut dire évidemment qu'il y a des enfants plus doués que d'autres au piano, mais aucun enfant ne se met à jouer comme un professionnel avant même de s'être entraîné. Ce que Nietzsche remet donc en question dans ce passage, même si elle n'est pas citée, ce serait la distinction entre le génie et ce qu'on appelle le talent. La différence entre les deux, qui justement n'existe pas pour Nietzsche, est le fait que le talent serait acquis, on devient talentueux après un entraînement rigoureux, alors que le génie désigne ce don inné ou divin que l'on ne peut pas acquérir. Tout le monde ne peut pas devenir un grand génie, il faut avoir hérité de ce don. Vous reconnaissez probablement les propos du critique gastronomique Anton Ego, qui prend une position opposée à Nietzsche. Tout le monde ne peut pas cuisiner, n'en déplaise au chef Gusteau. Dès lors, comment Nietzsche explique-t-il que nous ayons cette croyance au génie ? Selon lui, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de miracle. Ce terme, utilisé dans le texte, peut avoir une connotation religieuse. Le miracle se définit comme un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Or, selon Nietzsche, aucune activité humaine n'est jamais un miracle. Pourtant, nous croyons au génie. Nous avons l'impression, face à certaines œuvres d'art, qu'il faut avoir été inspiré par les dieux pour pouvoir la produire. D'où vient donc cette impression ? Nietzsche va donner 2 arguments. Le premier dit que l'on veut croire à cette notion de génie par vanité. C'est une façon inconsciente de se décharger de sa responsabilité de ne pas avoir produit une œuvre. Le deuxième tient à la nature même de l'œuvre d'art, qui ne se présente pas sous la même forme qu'une œuvre technique ou scientifique. Pour reprendre le premier argument, je vais prendre l'exemple d'une fable de La Fontaine, reprise d'Ésope, qui illustre bien le phénomène décrit par Nietzsche. Dans la fable Le renard et les raisins, un renard voit de beaux raisins en hauteur et essaie plusieurs fois de sauter pour les attraper. Comme il n'y arrive pas, il finit par s'en aller en marmonnant, de toute façon ces raisins étaient trop verts. Ce que le renard veut dire, c'est que finalement ces raisins ne l'intéressent pas. En fait, il pousse la mauvaise foi jusqu'à prétendre qu'il n'essayait pas vraiment d'attraper des raisins qui n'auraient de toute façon pas été bons. Ce phénomène de dépréciation est ce qui, chez Nietzsche, conduit aux jugements moraux. Un développement précis serait trop long, mais sa critique de la morale judéo-chrétienne va dans le même sens. Éloge de la faiblesse, de l'humilité ou de la pauvreté de la part de ceux qui ne font pas partie des forts. Je ne vais pas développer ce point que je garderai peut-être pour un autre épisode, mais faisons le parallèle entre ce phénomène et celui du génie. Comme il le dit dans le texte, nommer quelqu'un divin, c'est dire « ici nous n'avons pas à rivaliser ». En prétendant qu'il faut un don de la nature ou de Dieu pour produire une œuvre de génie, on se décharge de toute responsabilité en cas d'échec. Si moi je n'y arrive pas alors que Picasso le peut, c'est parce que Picasso est élu des dieux alors que moi je fais ce que je peux avec mes moyens. Je n'ai pas de chance, je ne suis pas né génial et je n'y peux rien. Nietzsche me répondrait que Picasso a travaillé, moi pas suffisamment. Mais ma vanité m'empêche de reconnaître que je suis responsable de mon échec. Je préfère donc croire à ce mythe du génie qui n'est justement qu'un mythe.
La fable que nous avons citée est donc plus ou moins renversée dans cet exemple, même si le processus est le même. Je justifie mon échec en prétendant que, finalement, ce n'est pas pour moi. Comme le renard de la fable, je n'y arrive pas, mais je préfère faire croire que je n'ai pas vraiment essayé. Le renard le fait en dénigrant l'objet qu'il n'a pu obtenir, et moi je le fais en divinisant ceux qui y parviennent. Ce premier argument est donc psychologique. Cette croyance au génie est produite par un processus de vanité et de déresponsabilisation face à ses propres échecs. Le deuxième argument de Nietzsche analyse la particularité de l'œuvre d'art. Si le premier argument répondait à la question « Pourquoi a-t-on l'impression que le génie a un don inné et naturel ?», ce deuxième argument répond à un autre critère du génie proposé par Kant « Pourquoi ne parle-t-on de génie que dans le domaine artistique ?» En soutenant que le génie ne fait rien d'autre qu'apprendre à poser des pierres, Nietzsche semble nier toute différence essentielle entre le travail artistique et celui de n'importe quel autre artisan. Il le fait même explicitement un peu plus haut dans le livre en écrivant qu'il n'y a pas de différence entre l'artiste, l'historien, le fabricant d'objets techniques ou le chercheur en sciences. Il n'y a pas une spécificité de l'artiste qui justifierait la croyance au génie. Ce qu'il y a en revanche, c'est une différence dans la présentation de l'objet produit. Dans le cas d'une œuvre d'art, personne ne peut voir comment elle a été faite parce que personne ne voit l'artiste travailler. Si on compare avec un objet technique par exemple, non seulement on peut en étudier le mécanisme et voir comment il fonctionne, mais il se peut aussi que votre nouvelle bibliothèque arrive chez vous démontée et que ce soit à vous de la construire. Ce qui ne sera pas le cas évidemment si vous commandez une sculpture. Plus encore dans le cas de l'objet technique, ces objets ont évolué et se sont améliorés au cours du temps. On peut s'intéresser à l'évolution des voitures au cours du dernier siècle et voir comment on en est arrivé au modèle actuel. En revanche, s'il y a bien une évolution des mouvements artistiques, il n'y a pas une progression des portraits jusqu'à atteindre le niveau de la Joconde. Pour prendre exemple sur un autre domaine, celui de la science, les différentes hypothèses proposées pour expliquer un phénomène sont également présentées au fur et à mesure à la communauté scientifique. Sans doute pour celui qui ne s'y intéresse pas, lors d'une découverte importante, on peut croire à une manifestation d'un génie scientifique, mais pour celui qui suit les avancées des recherches, il n'y a rien de génial au sens propre. La découverte ne sort pas de nulle part, elle n'est pas inspirée par un dieu, mais s'inscrit dans un long processus de réflexion qui est partagé et accessible au public. En revanche, l'artiste ne montre pas les étapes de sa création. L'œuvre d'art, comme le dit Nietzsche, ne nous apparaît qu'une fois achevée. Dans un musée, dans une bibliothèque, nous avons l'œuvre finie. L'inconnu de sa création crée alors du mystère, et ce mystère conduit à la croyance en un génie qui ne se réaliserait que dans le domaine artistique. Nous avons donc bien détaillé la critique du génie faite par Nietzsche dans son texte. Nous retrouvons une telle critique dans Ratatouille au travers de l'opposition des deux passionnés de cuisine que sont Anton Ego et Gusteau. Comme nous l'avons évoqué, Ego représente donc Kant et l'idée d'un génie naturel et inné. Pour Ego, tout le monde ne peut pas cuisiner, tout le monde ne peut pas être artiste. Dans le film, la haute cuisine est vraiment présentée comme un art. Gusteau et Rémy vont donner tort à Ego en prouvant qu'il suffit de travailler pour se hisser au rang de génie. Gusteau le soutient dans son livre « Tout le monde peut cuisiner », et ce qui n'est au départ qu'une thèse abstraite va se concrétiser dans le parcours de Rémy. En prenant comme génie de la cuisine un rat, Disney prend comme exemple un être qui semble exactement le contraire de ce que l'on attend comme cuisinier. Le rat, c'est l'ennemi de la cuisine, c'est celui qui traîne dans les égouts et apporte les maladies. S'il y a un être qui est bien le moins susceptible de pouvoir cuisiner, comme dirait Gusteau, c'est bien le rat. Mais Rémy travaille, il s'entraîne à reconnaître les odeurs et saveurs, il ne rate aucune émission de son idole. Si, pour Gusteau, tout le monde peut cuisiner, cela ne veut pas dire que la cuisine est facile et accessible au premier venu, il veut dire, comme Nietzsche, qu'il suffit d'apprendre à poser des pierres. Et il a raison, puisque c'est justement ce que va faire Rémy. Certes, au début du film, Rémy se présente comme doué d'un odorat exceptionnel par rapport au reste de sa colonie, mais cet odorat, c'est lui-même qui a appris à le développer, justement grâce à son intérêt pour la cuisine. Celui qui prétendrait être un génie, pour Nietzsche, pourrait bien le faire pour éloigner la concurrence. Mais celui qui se prétend génial serait de mauvaise foi, exactement comme l'est le jeune Linguini du film.
Linguini, le fils biologique de Gusto, est mauvais en cuisine. Si aux yeux de tous il semble génial, c'est parce que personne ne voit le rat caché sous sa toque. Le personnage de Linguini est une belle illustration du génie kantien vu par Nietzsche. Depuis l'extérieur, tout le monde le voit comme un tel génie, qui réunit d'ailleurs tous les critères. Il semble avoir un don inné, premièrement parce qu'il aurait hérité de celui de son père, ensuite parce qu'à peine arrivé en cuisine, il réussit l'exploit de faire des plats exceptionnels sans le moindre entraînement préalable. Et il est incapable de dire d'où lui viennent ses idées, rien d'étonnant puisque des idées il n'en a aucune, ce sont celles de Rémi. Tant qu'on ne sait pas que Rémi est caché sous la toque, Rémi peut représenter ici tout le processus de création, on a sous les yeux l'œuvre achevée, Linguini, commis venu de nulle part, homme de ménage du restaurant, qui sert une soupe d'un goût extraordinaire à une critique gastronomique cachée là. Mais tant que le processus et le travail sont cachés, on ne peut que croire au génie. Tout le mystère qui entoure la conception des plats de Linguini lui donne cette aura divine et géniale. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Pour plus d'analyse philosophique des films de Disney et Pixar, je vous invite à aller voir mon livre « Il en faut peu pour philosopher ». Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.